enthousiaste et on sent nos clients et nos écosystèmes assez demandeurs. Donc, j'espère qu'on pourra organiser de plus en plus d'ateliers d'accompagnement sur le sujet. Et je pense, mais ça c'est plus une conviction personnelle, que peut-être que la situation actuelle qu'on traverse va faire que plusieurs personnes dans leur entreprise, dans leur organisation et plusieurs dirigeants vont vouloir se mettre sur ce chemin de l'entreprise à mission. Est-ce que vous voyez bien mes slides? Vous pouvez me faire un... Donc, même si la plupart d'entre vous étiez là sur les précédents séminaires, je rappelle, donc Fly the Nest, c'est une organisation qui a 4 ans et demi, qui a été créée à Paris. On est aujourd'hui 23, dont 3 à Nantes, qu'on a lancé en janvier. Et donc, nous, on accompagne les entrepreneurs et leurs équipes pour qu'ils réussissent à changer d'échelle, donc c'est-à-dire à croître rapidement, à piloter leur exécution pendant la croissance. Et donc, ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est de voir comment ce qu'on fait pourrait se décliner pour l'entreprise à mission, pour que les organisations adaptent leur modèle pour être des organisations qu'on appelle contributives, donc qui contribuent à quelque chose autre que de la création de valeur et de la croissance économique. Dans changement d'échelle, finalement, on se dit que ça correspond assez bien. Se dire on change d'échelle, je ne sais pas si c'est le mot, mais on change de paradigme, on change notre façon de voir l'organisation et donc on change notre façon de concevoir la croissance. Et c'est ce qu'on va essayer de vous détailler aujourd'hui. Je rappelle que Fly the Nest, on a 2 parties prises. C'est une approche assez globale, c'est-à-dire qui vraiment s'adresse aux 3 piliers des organisations, 3 piliers qui doivent être réunis pour qu'une organisation se développe de façon harmonieuse. La première, c'est l'alignement, donc être d'accord collectivement sur ce qu'on veut faire ensemble et comment on va le faire ensemble. Ensuite, c'est l'exécution. Et ensuite, c'est le leadership, donc au niveau global de l'organisation et des fondateurs. Et en fait, on va garder ces 3 piliers en tête, puisque je vais y revenir un peu plus tard dans ma présentation, mon argumentation, pour vous expliquer ce qui, selon moi, change lorsqu'on aborde l'entreprise comme étant une entreprise contributive et à mission. Donc là, dans les premiers séminaires, on a vu plutôt des choses autour de l'alignement. Donc s'aligner sur qui on est, sa raison d'être et ses valeurs, la vision, donc qu'est-ce qu'on veut faire ensemble, et le projet très court terme, c'est-à-dire comment on va réussir à le faire ensemble. Le contexte aujourd'hui de l'entreprise à mission, c'est à la fois un contexte législatif, puisque c'est une notion qui a été, sur laquelle le gouvernement français a légiféré. Alors, il y a le gouvernement italien, aux États-Unis aussi, ils ont des notions qui se rapprochent dans leur droit de l'entreprise à mission. Et en France, c'est la loi Pacte de l'année dernière qui est venue proposer, légiférer, encadrer ce concept d'entreprise à mission. Et pour moi, il y a un contexte un peu plus global qui est la recherche de sens, entre guillemets, à la fois de la part des travailleurs, donc des collaborateurs d'une entreprise, de ceux qui contribuent à produire la valeur qu'une entreprise crée, mais aussi de la part des consommateurs qui recherchent des services ou des produits, non pas pour ce qu'ils sont, mais pour aussi ceux qui les produisent et la façon dont ils sont produits. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on pourrait poser vos questions là-dessus, n'hésitez pas. On pourra échanger à la fin du webinaire. Donc, le programme, c'est toujours d'avoir un petit moment où je parle, je pense 25-30 minutes, et puis après un temps d'échange. Donc, on a quand même une conviction chez Fly the Nest, mais qui peut être largement débattue, c'est qu'aujourd'hui, c'est les entreprises qui sont actrices de la transformation du monde. On peut se dire qu'il y a plusieurs siècles, ça pouvait être, je ne sais pas, l'Église ou le gouvernement, même plus récemment, se dire aujourd'hui la chose principale qui régit notre vie quand on est citoyen d'un pays, c'est le gouvernement. Aujourd'hui, à l'échelle de la mondialisation, enfin peut-être on peut dire avant la crise qu'on traverse, moi ma conviction c'était que c'est les entreprises qui aujourd'hui façonnent plus qu'un État la vie de certaines personnes. Aujourd'hui, avec la crise, on voit bien qu'il y a
retour en force de l'État qui protège et qui est notamment en France. Mais bon, quand même un postulat fort de base, c'est que les organisations et notamment les entreprises en tant qu'organisations économiques sont des acteurs de la transformation du monde et des acteurs qui régissent le monde. Et donc l'idée, c'est de comprendre comment les entreprises pourraient contribuer à façonner le monde, à transformer le monde de façon positive. Et je crois que c'est ça qui introduit le concept d'entreprise à mission et d'entreprises qui vont être contributrices de la transformation du monde. Donc il y a des attentes, ce que je disais, du grand public de plus en plus fortes. Donc là, vous voyez, vous pouvez lire le slide, mais grosso modo, que, en tant que citoyen, qu'on soit consommateur, travailleur ou qu'on ne se pose pas ces questions, enfin cette question en ces termes-là, qu'on soit juste citoyen d'un pays, on attend des entreprises et des dirigeants des entreprises qu'ils apportent plus de sens, qui prennent dans la façon, qui prennent en compte dans la façon dont ils pilotent leur organisation les enjeux sociétaux, environnementaux, territoriaux, sociaux, etc. Il y a une attente à la fois du grand public et assez paradoxalement, il y a aussi une attente de certains investisseurs. Alors on peut aussi toujours débattre de est-ce que c'est du marketing et de la communication ou est-ce que c'est des attentes qui sont, on va dire, sincères. Mais en tout cas, le plus grand fonds de gestion d'actifs qui est BlackRock a fait beaucoup de bruit l'année dernière en envoyant une lettre à toutes les participations dans lesquelles il a, en disant il faut, au-delà de la performance économique qu'évidemment on regarde en tant qu'investisseur, il faut que maintenant votre société propose, en tout cas définisse, formalise l'impact qu'elle souhaite avoir sur la société et que cet impact soit considéré comme positif selon plusieurs critères. Donc à la fois une attente du grand public, on va dire, des citoyens, travailleurs, consommateurs, collaborateurs, et puis une attente de l'autre côté de certains fonds d'investissement hein, qui investissent dans les entreprises et donc qui attendent en retour une certaine vision et une certaine stratégie. Je fais un petit détour par la loi Pacte. Je suis désolé, hein, la loi, le législatif ou la communication n'est pas du tout le parti pris de Fly the Nest, mais on pense que c'est important de contextualiser quand même justement le contexte de ce concept d'entreprise à mission. Donc avant la loi Pacte, ce que disait la loi, c'est qu'une entreprise est une société constituée dans l'intérêt commun des associés en vue d'en partager le bénéfice. Donc on voit bien que la définition d'une société était assez unilatérale, à la fois dans le sens où les parties prenantes qu'il fallait servir, c'était les associés, les fondateurs, les investisseurs, et le prisme par lequel on voyait ça, c'était les servir d'un point de vue économique en leur redistribuant la valeur qui est créée par l'ensemble des parties prenantes d'une société. Ensuite, dans la loi Pacte, il y a un peu 3 niveaux qui sont graduels. Il y a le changement déjà de la définition d'une organisation. Donc, c'est quand même pas rien. Au-delà de parler de raison d'être ou d'entreprise à mission, là, il faut savoir que légalement, la loi Pacte change la définition d'une entreprise pour consacrer ce qu'on appelle la RSE. Et donc, on dit maintenant, donc dans l'article L 1833 du Code civil, la société est gérée dans son intérêt social en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. On ne dit pas qu'il faut mettre ça dans le modèle économique de l'entreprise, mais on dit quand même qu'il faut prendre en compte certains enjeux autres que les enjeux économiques. Ça, c'est un peu le niveau 1. Ensuite, il y a un niveau 2 pour des entreprises qui sont décrites comme volontaires, qui est d'inscrire une raison d'être dans les statuts de l'organisation. Et ce à quoi ça peut servir, c'est que ça peut servir comme un élément juridique opposable si, par exemple, il y a certains actionnaires, certains investisseurs, certaines parties prenantes de l'organisation, certains collaborateurs qui veulent développer des activités économiques sans prendre en compte la raison d'être. Et donc, un juge, plus tard, ou les dirigeants ou certains managers de l'organisation peuvent utiliser cette raison d'être comme un élément juridique opposable pour développer telle ou telle activité. Et enfin, il y a la société à mission. Et là, c'est de dire,
en tant qu'organisation, on a été créé, ou en tout cas on développe une activité économique pour résoudre un problème sociétal identifié. Et donc là, vous voyez ce qui est important de retenir, je pense, alors que c'est pas que dans le code civil, c'est dans le code du commerce. Et cette fois-ci, ce qui est dit, c'est qu'une société peut faire publiquement état de la qualité de société à mission, donc en communiquant sur le fait qu'elle souhaite être entreprise à mission. Et elle peut le faire s'il y a certains critères, certaines conditions qui sont respectées. Et donc là, ce n'est pas juste avoir la raison d'être dans les statuts et avoir défini un comité de suivi des différentes missions de l'organisation avec des objectifs, une vérification par un organisme tiers et une déclaration au greffe. Il faut savoir aujourd'hui qu'il n'y a pas d'organismes tiers indépendants qui sont encore nommés par le gouvernement ou l'État pour pouvoir auditer les entreprises à mission. C'est vraiment quelque chose qui est au stade de théorie, de législatif, mais d'un point de vue légal et d'un point de vue, il reste encore beaucoup de choses à faire. Il y a également des dirigeants qui prennent position sur le sujet, les deux assez emblématiques dont on a d'ailleurs entendu parler récemment pour le second, sont Jean-Dominique Sénard, donc l'ex-patron de Michelin, qui lui dit que déjà qui est auteur du rapport Nota Sénard qui est à l'origine de la loi Pacte, ça c'est bien de le savoir également, et qui lui prône un capitalisme responsable, et donc dans le responsable, c'est-à-dire lui ce qu'il dit, c'est qu'il faut que les entreprises continuent d'exister, à créer de la valeur, parce qu'elles sont des agents économiques qui transforment le monde, mais qu'elles aient une dimension responsable, voire contributive. Pascal Demurger, dans un livre qu'il a publié, lui est plus tranché, on va dire, il dit que l'entreprise, en fait, a un rôle politique et devra avoir un rôle politique, sinon elle ne sera plus. Alors c'est assez tranché, mais l'avenir nous le dira, mais c'est vrai qu'il y a une forte demande des consommateurs et des travailleurs pour que leur entreprise prenne position. Et donc l'idée est de se dire, est-ce que cette proportion va augmenter ou diminuer dans les années qui viennent. Effectivement, Yves Rocher également est devenu une entreprise à mission. On peut citer aussi Fago. À l'international, il y en a vraiment beaucoup, enfin de plus en plus. Alors moi, la façon dont j'aime expliquer les choses et qui, je trouve, assez simple est la suivante. L'idée, c'est que l'entreprise à mission introduit un changement de perception du rôle de l'entreprise, de l'organisation économique. Donc avant la loi Pacte, ce qu'on disait, pour simplifier, c'est qu'une entreprise sert des clients dans le but de s'enrichir, ou en tout cas d'enrichir ses actionnaires et ses associés. Et donc là, c'était dans le s'enrichir, c'est la partie vraiment économique avec ce que j'ai mis entre guillemets, qui est on s'enrichit en vue de partager les bénéfices. Finalement, une entreprise, même si on considère des définitions un peu plus récentes, celle des parties prenantes de Freeman, il dit finalement toutes les parties prenantes d'une organisation, qu'elles soient directes ou indirectes, sont satisfaites parce qu'elles récupèrent une part de la valeur créée. Donc les investisseurs parce qu'ils récupèrent des dividendes, les associés parce que s'ils revendent, ils vont récupérer de l'argent, les collaborateurs parce qu'ils sont payés à la fin du mois, et que tout ça en fait permet d'amener une certaine forme de sécurité grâce à l'argent et donc grâce à l'activité économique. Aujourd'hui, avec la raison d'être, et si on la considère en disant qu'on met une raison d'être dans les statuts de l'entreprise, ce que moi je pense, c'est que la logique en fait s'inverse. C'est-à-dire qu'on va définir une organisation, une entreprise comme un acteur qui s'enrichit, c'est le propre de l'entreprise de vendre des biens ou des services, mais pour servir des parties prenantes ou des bénéficiaires. Et là, ce que ça introduit, c'est qu'on peut servir des parties prenantes ou des bénéficiaires, pas uniquement grâce à de l'argent. On peut dire déjà définir quel bénéficiaire ou quelle partie prenante on veut servir, comment on veut les servir, par quelles activités économiques, et puis enfin se dire qu'on peut les servir différemment que par de l'argent. Des exemples, il y en a beaucoup, des organisations qui vont dire par exemple un de mes bénéficiaires est la planète, je veux la préserver,
Et donc, je la sers en ayant une activité économique qui utilise des produits recyclés. Il peut y en avoir d'autres. Il y a une entreprise que j'aime bien citer qui est à Vannes, dont le patron s'est dit moi, je veux créer une organisation. Donc, il l'a appelée Nodus. Le seul but de l'organisation, ce sera de donner un travail qui a du sens à des personnes handicapées. Donc, les bénéficiaires principaux premiers de mon activité, ce sera les personnes handicapées qui sont dans les ESAT. Et moi, je veux donner un sens à ces personnes. Et en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a créé de l'accastillage de remplacement textile au lieu de l'accastillage, donc des poulies ou des crochets en laiton ou en inox. Ils sont en textile, donc il y a plein d'avantages environnementaux, dans le poids également, mais aussi dans le fait qu'ils ne soient pas compliqués à fabriquer. Ils ont demandé énormément de recherche et développement, mais ils sont extrêmement simples à produire. Et le fait qu'ils soient en textile qui demande beaucoup moins de matériaux et, et qui soient beaucoup plus légers, en fait, les permet de les permet de les produire en France et permet aussi de donner du travail à des personnes handicapées. C'est très intéressant parce qu'il dit, contrairement à beaucoup de travailleurs et beaucoup de personnes aujourd'hui, les gens qui sont en situation de handicap dans les ESAT ont un énorme avantage, c'est qu'ils ont le temps. Et donc, ils sont attachés à faire les produits de façon très minutieuse et en faisant très attention parce qu'on ne les presse pas par le temps. Et en fait, ils arrivent à sortir des produits à très, très haute valeur ajoutée. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'au début, ils voulaient servir des clients, donc autres parties prenantes ou bénéficiaires, uniquement dans le monde du nautisme. Ils se rendent compte qu'ils ont des clients dans l'industrie, ils peuvent vendre leurs produits dans des parcs à huîtres pour les ostréiculteurs, ils les vendent pour des gens qui font de l'escalade, du deltaplane. Enfin, ils ont des multiples marchés parce que leur produit est extrêmement innovant et extrêmement qualitatif. Donc, j'ai un peu digressé, excusez-moi, mais c'était pour essayer d'illustrer l'inversement du paradigme, donc de passer d'une logique de je sers pour m'enrichir à une logique de je m'enrichis parce que je suis une organisation économique pour servir des bénéficiaires ou des parties prenantes. Et alors, qu'est-ce que c'est l'entreprise à mission? Et bien, en fait, c'est une entreprise qui va essayer d'allier les deux, c'est-à-dire au fur et à mesure du chemin. J'aime beaucoup l'idée de chemin quand on parle de l'entreprise à mission parce que c'est extrêmement complexe comment dire, de développer des activités économiques qui vont servir des bénéficiaires et d'avoir une définition des bénéficiaires qui soit de plus en plus fine et qui les servent de façon de plus en plus complexe et intéressante et efficace. Et donc l'idée dans une entreprise à mission, c'est quand on parle je parlais d'exécution tout à l'heure, c'est quand on exécute, eh bien c'est de se poser la question dans mes activités, quelles sont mes activités qui servent mes bénéficiaires et comment, et quels bénéficiaires. Et quand je sers ces bénéficiaires ou quand je veux les servir, quelles activités nouvelles ou comment je pourrais faire évoluer ou adapter mes activités pour encore mieux les servir. Et donc finalement, ce que va changer l'entreprise à mission, c'est quand on exécute, quand on transforme notre organisation. Et donc là, c'est le moment où on reparle de vision. C'est quand on se dit dans 6 mois, qu'est-ce qu'on veut réussir? Et bien finalement, c'est d'avoir créé des choses, d'avoir adapté son organisation, son modèle économique qui nous permet de nous enrichir pour toujours mieux servir des bénéficiaires. Et alors, comme dans tout, les changements ne se font pas en 3 jours ou en 3 mois ou en 6 mois. Donc, l'idée, c'est de dire quels vont être mes bénéficiaires ou mes parties prenantes prioritaires, comment j'adapte mes activités pour mieux les servir, comment je gagne de l'argent pour pouvoir continuer à servir ces parties prenantes et d'autres parties prenantes, et ensuite comment j'affine et je sers de plus en plus de parties prenantes et de façon de plus en plus complète, on va dire. Et donc finalement, dire qu'on se met sur le chemin de l'entreprise à mission, c'est se dire quelle partie prenante je veux servir. Je détaillerai après, mais quelle partie prenante je veux servir et comment j'adapte mes activités, mes modèles ou mon modèle économique pour continuer à m'enrichir en servant toujours mieux mes parties prenantes ou mes bénéficiaires, qui sont donc pas uniquement mes associés, mes actionnaires ou mes clients, qui sont beaucoup plus vastes. Dans la théorie des parties prenantes, je crois qu'on distingue 6 types de parties prenantes.
il y a les associés, les investisseurs, c'est un peu les mêmes, les collaborateurs, l'État. Ensuite, il y a la société au sens large qui, on dit parfois, est représentée par les ONG. Et j'en oublie un, mais qui peut être l'environnement ou on va dire la terre, on va dire quelque chose d'un peu plus englobant que la société. Et puis, je ne sais pas si j'ai dit, mais il y a l'État aussi. Donc, ça peut être l'État au sens très large, donc des collectivités publiques, ça peut être les territoires, etc. Et donc, en fait, si on reprend un peu le vocabulaire Fly the Nest, nous, ce qu'on va faire, c'est d'essayer d'aligner le modèle économique et les missions dans le temps, et donc construire ce qu'on a appelé le projet ou les visions. Donc, après, dans les organisations, il y a des termes différents, mais qui peuvent être les feuilles de route, les business plans, les plans stratégiques, en prenant en compte deux choses, donc les missions et le modèle économique. Et donc l'idée, c'est plus uniquement de créer de la croissance et de transformer son organisation pour avoir toujours plus de croissance, mais c'est de créer de la croissance en la mettant au service de certains bénéficiaires et donc de certaines missions. Et donc il va y avoir deux gros enjeux qui sont notamment dans la loi. Donc c'est se donner des engagements et les prioriser dans le temps, et puis s'engager sur le chemin, donc en prenant des engagements, je viens de le dire, et en s'engageant auprès de certaines parties prenantes ou bénéficiaires, et assurer un suivi. Donc finalement, l'idée, ça va être de prendre une photo à un instant T en se disant, dans 6 mois, dans 3 ans ou dans 5 ans, où est-ce que ce schéma mission, modèle économique, s'enrichir et servir, où est-ce que ce schéma sera dans 6 mois, dans 1 an, etc. Et donc, si je reparle de mon petit triangle alignement, exécution, leadership, l'idée, ça va être d'exécuter au service des bénéficiaires. Et donc, en fait, l'alignement, là où au début, c'était un moyen juste de se mettre d'accord entre collaborateurs d'une organisation et éventuellement entre parties prenantes d'une organisation, là, ça va être vraiment, on s'aligne entre les différentes parties prenantes et on va exécuter au service de cet alignement, c'est-à-dire au service de notre raison d'être et des missions qu'on va avoir définies dans l'alignement. Et donc, dans nos accompagnements, on insiste, quand on est dans la perspective de l'entreprise à mission, beaucoup plus sur la raison d'être et sur la déclinaison de la raison d'être en fonction des différentes parties prenantes ou des différents bénéficiaires de notre organisation. Si je reprends ce schéma qu'on a développé dans les précédents webinaires, donc pour ceux qui n'étaient pas là, l'idée de ce schéma, c'est de dire dans le temps, une organisation a une raison d'être qu'elle doit servir. Elle le sert dans le temps en définissant des visions qui permettent à une organisation de se rapprocher de sa raison d'être. Donc il y a des visions court terme, moyen terme et long terme. Et ensuite, elle a un projet ou des roadmaps qui ouvrent certains chantiers ou certains axes stratégiques au service qui servent, donc qui permettent d'atteindre des visions. Et donc là, l'idée, c'est que les visions soient directement liées au service des bénéficiaires. J'espère que c'est toujours clair, parce que c'est peut-être un petit peu complexe tout ça, mais j'essaye de détailler un maximum pour apporter de la valeur, mais n'hésitez pas à noter vos questions et je pourrai y répondre ensuite. Et donc, pour résumer, il y a plusieurs éléments à formaliser. Donc, évidemment, le premier, c'est une raison d'être. Ensuite, c'est de se dire, finalement, cette raison d'être, elle est au service de quel bénéficiaire? Et donc, nous, ce qu'on fait chez Fly the Nest, c'est ensuite, plutôt que de se dire, OK, passons à l'exécution, on va définir des missions par bénéficiaire. Je vais donner des exemples ensuite. Mais par exemple, chez Fly the Nest, on pourrait dire, notre raison d'être, c'est d'accompagner la réalisation des visions individuelles et collectives en accord avec leur environnement. Si on décline ça uniquement pour les startups, nos clients startups, et notre mission, c'est ce que je vous mettais au début, c'est accompagner les dirigeants et leurs équipes, donc les dirigeants de startups et leurs équipes, pour qu'ils réussissent leur changement d'échelle, pour qu'ils réussissent leur croissance. Si on décline la raison d'être que je vous ai donnée pour Fly the Nest, pour les collaborateurs de Fly the Nest, accompagner la réalisation des visions individuelles et collectives, ça pourrait être former
chaque collaborateur de Fly the Nest pour qu'il soit outillé pour servir au mieux ses clients. Donc, on va avoir comme ça des missions. Une fois qu'on a des missions par bénéficiaire, on va déterminer des engagements. Donc, dans le temps, comment est-ce que ça se décline? Et on va pourquoi pas modifier la gouvernance de notre organisation, ou en tout cas avoir un comité de ce qui dans la loi est appelé un comité de suivi de la mission, ou des missions du coup, qui aura forcément un rôle dans la gouvernance de l'organisation. Et ensuite, ce qui est bien, et ce qui va devenir de plus en plus nécessaire, et je pense qu'il y a beaucoup de complexité qui est apportée par cette notion d'essayer d'évaluer l'impact qu'on va avoir, c'est-à-dire finalement de dire comment on a servi nos bénéficiaires. La CAMIF, par exemple, qui est une entreprise à mission également, qui a créé d'ailleurs la communauté des entreprises à mission, dit, nous, on sait que pour une personne recrutée à la CAMIF, ou je ne sais plus ce qu'il dit, si c'est une personne recrutée ou si c'est pour un produit vendu, voilà combien d'emplois on crée dans notre écosystème. Voilà les répercussions qu'on a sur chacun de nos bénéficiaires pour un produit vendu ou pour un emploi créé. Et l'idée, c'est du coup de se dire quels indicateurs on va choisir qui vont nous permettre de mesurer que nos engagements auprès de nos bénéficiaires sont bien tenus et que les missions qu'on se donne évoluent de façon positive dans le temps et donc qu'on a un impact positif auprès de nos bénéficiaires et qu'on remplit de mieux en mieux au fur et à mesure du temps nos différentes missions. Et donc nous, ce qu'on fait chez Fly the Nest, je crois que on essaye d'être fidèle à nos deux partis pris, qui sont d'avoir une approche toujours très globale, donc en rappelant les différents éléments de contexte et en accompagnant vraiment l'entreprise dans le temps, parce que ce n'est pas un changement à la fois intellectuel et ensuite dans l'exécution et dans l'alignement qui se fait rapidement. Et donc, à la fois essayer d'avoir une approche globale pour accompagner nos clients à transformer leur organisation dans le temps en mettant l'exécution au service de leur raison d'être, de leurs bénéficiaires, en définissant des missions. Et puis la seconde chose, c'est ce qui me fait dire que l'entreprise à mission n'est pas un enjeu législatif ou de communication. C'est que, évidemment, pour que ça fonctionne, il faut engager les différentes parties prenantes, à commencer par les collaborateurs, mais également les investisseurs, les clients, etc. Et donc ça ne se fait pas. Nous, on pense que ça doit se faire de façon collective. Ça s'inscrit dans le temps, et donc il faut à minima inclure les collaborateurs et le maximum de collaborateurs, et si possible les parties prenantes que vous souhaitez servir pour co-construire avec elles la façon dont vous voulez les servir ou dont une organisation va les servir. Et donc nous, notre enjeu chez Fly the Nest, c'est pas tant de dire voilà les bénéficiaires, voilà les engagements, c'est bien de créer une dynamique collective qui prenne en compte ou en tout cas qui inclut ou qui demande leur avis à chaque partie prenante si possible, à commencer par les parties prenantes directes, ce qu'on appelle les parties prenantes directes ou les bénéficiaires directs, qui sont à minima les clients, les investisseurs et les collaborateurs. Donc, moi, je n'aime pas être négatif, mais je vois quand même un risque qui est de dire l'entreprise à mission est un enjeu législatif. Donc, l'enjeu, c'est de définir une raison d'être qui soit bien conçue pour être dans les statuts et qui protège l'organisation de certaines attaques et donc qui soit en vocabulaire juridique et fait par des avocats ou des cabinets de conseil. Ça, c'est une première chose qu'il faut essayer d'éviter. La deuxième chose qu'il faut essayer d'éviter, c'est de faire de cette fenêtre qui s'ouvre une opportunité de communiquer en sachant pas très bien finalement ce qu'est l'entreprise à mission, parce que tous les textes ne sont pas parus, toutes les façons dont l'impact va être mesuré, va être audité n'est pas encore connu. Et donc nous, s'il y a vraiment une chose qu'on conseille, c'est de faire de l'entreprise à mission sans le dire, parce que aussi, quand vous le faites, si vous le faites, vous créez une attente qui est très très forte auprès de vos parties prenantes, qui vont du coup attendre, et c'est très sain entre guillemets, mais ça représente des risques. Si vous dites voilà nos bénéficiaires, voilà nos parties prenantes, voilà les missions, et voilà comment on veut vous servir
mais que l'exécution n'est pas au rendez-vous derrière, ou les résultats ne sont pas au rendez-vous, ou que les engagements ne sont pas tenus, le fait de communiquer très tôt sur le fait que vous êtes une entreprise à mission, en fait, peut être très, très déceptif et vous expose. Alors en soi, c'est très bien d'être exposé quand on est de bonne foi et qu'on n'a rien à se reprocher, mais nous, on conseille quand même de le faire quand on a un peu commencé à jouer avec les différents éléments du concept. Et aussi sur la partie leadership, quand à minima, les collaborateurs, les investisseurs et les dirigeants d'une organisation ont adapté leur leadership à ces enjeux et à l'entreprise à mission parce que ça demande un chemin aussi individuel assez long de se dire finalement je travaille, je consomme et je suis au sein d'une organisation, pas parce qu'elle m'apporte un produit, mais parce qu'elle sert des parties prenantes. Et c'est très, comment dire, c'est vraiment une question qui remue, je pense, les travailleurs au sein des entreprises à mission. Et je ne sais pas si aujourd'hui tout le monde a ce niveau de conscience de ce qu'est l'entreprise à mission. En tout cas, pour moi, ça challenge beaucoup notre vision de l'entreprise, à la fois en tant que consommateur, mais surtout en tant que travailleur. Alors, un exemple d'une entreprise qu'on a accompagnée récemment pendant une journée, donc c'est Student Pop. C'est une organisation qui permet à des étudiants de trouver des jobs étudiants en essayant de leur faire découvrir un monde professionnel. Donc, ça, c'est leur proposition de valeur, entre guillemets, pour les étudiants. Et du côté de leurs clients, ils disent faites-nous confiance, mais nous, on a une approche non discriminante des personnes qui vont vous accompagner, qui vont être sur les missions. Et donc, ce n'est pas vous qui allez les choisir, ce n'est pas vous qui choisissez vos collaborateurs ou les gens qui vont vous prêter main forte. Et donc, c'est un parti pris très fort qui est de se dire on veut avoir zéro discrimination, zéro préjugé sur qui est capable ou pas de faire des missions. Et de l'autre côté, de dire les jobs étudiants qui sont généralement peu valorisants, on va essayer d'en faire des expériences positives pour des étudiants qui vont découvrir des secteurs d'activité et en même temps gagner de l'argent pour pouvoir se payer des études ou tout simplement payer sa chambre, son logement, sa nourriture, etc. Donc, ce qu'on a fait avec eux au cours, alors c'était un accompagnement qui a duré une journée, où on était vraiment que sur l'étape d'alignement. Euh, donc, une première chose était de définir collectivement une raison d'être, puisqu'ils n'en avaient pas encore formulé. Et donc, ce qui est ressorti, c'était donner à tous les opportunités de se révéler. Parce que en fait, je ne vais pas détailler pourquoi on est arrivé là, mais peut-être que en continuant l'exemple, vous allez comprendre en fait ce que ça voulait dire pour chaque bénéficiaire. Donc, on a fait un premier travail sur 4 bénéficiaires. Donc, le choix des bénéficiaires a été fait en amont par les associés. Ce qui est vraiment clé dans l'enjeu, on s'en rend compte aujourd'hui avec Fly the Nest, c'est d'essayer d'avoir une cartographie de vos bénéficiaires au début et en fonction du nombre de personnes et de votre organisation. Il faut être assez humble sur le nombre de bénéficiaires et le détail des bénéficiaires. C'est-à-dire, là, c'est des catégorisations qui sont extrêmement larges, mais au fur et à mesure du temps, on peut imaginer que on affine les clients. On ne cherche pas à avoir la même mission auprès de tous les clients. On ne cherche pas à apporter la même chose auprès de tous les étudiants. Il y en a qui sont là vraiment que parce qu'ils ont besoin d'argent. Il y en a qui sont là vraiment parce qu'ils ont besoin d'argent, mais surtout parce qu'ils veulent, pourquoi pas, découvrir le monde professionnel. Il y en a qui sont là que parce qu'ils ont, que par opportunisme, juste de façon très très ponctuelle. Et donc en fait, ce que je veux dire, c'est que euh, la réussite de l'exercice va beaucoup dépendre du choix des bénéficiaires, à la fois du nombre et du niveau de détail. Et donc là, on n'en avait que 4, on a été très humble, mais en fait, c'était déjà beaucoup et ça permet à la société, aux collaborateurs, de se familiariser avec la notion d'entreprise à mission et surtout de se mettre en mouvement dans l'exécution. Donc là, on avait choisi 4 bénéficiaires, donc les étudiants auxquels le Student Pop propose des missions, les clients,
les employés, c'est assez évident. Et puis la société, parce qu'eux, ils veulent vraiment changer la perception du monde du travail, la perception que les gens ont du monde du travail étudiant. Essayer aussi de lui donner un cadre législatif, puisque aujourd'hui, ce n'est pas forcément le cas. C'est un statut qui est très mal encadré, c'est des notions qui sont assez mal encadrées. Donc le matin, on a défini la raison d'être, en amont, on avait défini les bénéficiaires avec les associés, et l'après-midi, chaque collaborateur de Student Pop a pu travailler sur chaque partie prenante, chaque bénéficiaire, soit en déterminant la mission, soit en listant les actions, les offres qui étaient déjà destinées à ces bénéficiaires et en essayant de définir certains indicateurs qui pourraient faire dire que dans 6 mois, Student Pop servent mieux ou moins bien ces différents bénéficiaires. Donc, c'est ce que j'ai appelé les KPI, les actions et les KPI. Et donc voilà, on peut lire ce qu'a donné, comment se décline donner à tous les opportunités de se révéler pour les étudiants. Et ce qu'on a dit, c'est permettre aux étudiants de se financer et de se révéler en les accompagnant dans des expériences accessibles et positives du monde professionnel. Ils insistent aussi sur le fait que ces missions étudiantes soient perçues comme positives, soient des bonnes expériences pour les étudiants, pour qu'ils aient un bon aperçu du monde du travail qu'ils ne connaissent pas forcément. Pour les clients, c'est accompagner le développement de nos clients en mobilisant de jeunes talents via une solution innovante, ça c'est leur plateforme internet, et personnalisée. C'est-à-dire qu'ils passent beaucoup de temps à essayer de caractériser les missions pour trouver justement les bons étudiants à mettre en face. Pour les employés, c'est révéler des talents dans un environnement bienveillant, propice à l'évolution et à l'épanouissement individuel et collectif. Et enfin, pour le monde du travail ou la société au sens large, c'est faire évoluer les mentalités pour donner des opportunités de se révéler dans un monde en pleine mutation. Ça, c'est un petit peu plus large, un petit peu moins précis. Et évidemment, la société n'était pas le bénéficiaire le plus prioritaire pour Student Pop. Voilà, j'ai beaucoup parlé. Je vais vous laisser poser vos questions. Alors, il y avait une première question. Est-ce que Fly the Nest est entreprise à mission ? Alors, officiellement, non. Donc, au sens de la loi, non, mais c'est quelque chose qu'on essaye de faire. Et donc, nous, on a deux choses. La première, c'est que on est en train de définir, on a travaillé collectivement pour voir comment, quelles étaient nos missions pour chacun de ces bénéficiaires avec les indicateurs. Donc ça, on déteste dire qu'on est les cordonniers les moins bien chaussés, comme certains cabinets de conseil. Et donc, on a testé nos ateliers auprès de nous-mêmes dans notre dernier séminaire, lors de notre dernier séminaire. Et donc, on a fait une première série de l'équivalent de ce qu'on a fait avec Student Pop. Donc, on est sur le chemin. Et l'autre chose, c'est que nous, on aimerait être une organisation qui dépende d'une fondation actionnaire et donc aussi repenser notre gouvernance et finalement le rôle de chaque partie prenante au sein de cette gouvernance. Et donc, normalement, d'ici la fin de l'année 2020, Fly the Nest sera une fondation actionnaire. C'est-à-dire que la société Fly the Nest, la SAS, sera détenue par une fondation. Et donc une fondation qui a une mission et à laquelle les SAS pourront reverser des dividendes pour réaliser cette mission. Donc nous, on veut vraiment essayer que ce soit au cœur de, même on va dire administrativement et juridiquement et organisationnellement, que la gouvernance s'adapte à ce concept d'entreprise à mission. Donc on serait une fondation à mission, ce qui est assez, finalement, ce qui est assez naturel quand on le dit comme ça. Mais peut-être pour terminer, donc nous, on est sur le chemin, mais on se rend compte aussi que finalement, les frontières entre les associations, les fondations, les entreprises vont devenir de plus en plus poreuses avec ce concept. Puisque si une entreprise sert des bénéficiaires, finalement, on pourrait dire que c'est une association. Oui, mais finalement, elle a un modèle économique, donc ce n'est pas une association. Oui, mais en fait, qu'est-ce qui empêche aujourd'hui des associations d'avoir un modèle économique? Pas forcément grand-chose. Aujourd'hui, il est basé sur le don, mais on peut se dire que les donateurs sont d'une certaine façon
des parties prenantes qui aussi trouvent un intérêt à donner. Enfin, ce concept d'entreprise à mission rechallenge aussi beaucoup notre rapport au service qu'on peut donner aux gens et de quelle façon on le donne et est-ce que ça doit passer par un modèle économique. Euh, est-ce qu'il y a, donc, j'ai cité quelques grands groupes. Est-ce qu'ils accompagnent leurs sous-traitants dans une logique similaire? La première chose, c'est que si les grands groupes sont dans une logique d'entreprise à mission, leurs fournisseurs, donc sous-traitants, sont une partie prenante. Et donc, normalement, et si les choses sont plus ou moins bien faites, ou en tout cas la façon dont nous, on les comprend, euh, ils échangent avec leurs sous-traitants pour dire voilà notre mission, voilà pourquoi vous êtes inclus dans cette mission. Et donc, les sous-traitants ne sont pas forcément entreprises à mission, mais au moins ils doivent comprendre le concept et savoir que le client l'est, puisqu'ils sont une partie prenante de cette communauté, on va dire, ou de cette organisation. Et donc après, comment mettre les sous-traitants dans une logique similaire? Et ben là, c'est comment dire intellectuellement ou théoriquement, c'est que un sous-traitant doit avoir une raison d'être qui est proche de son client. Puisque quand on a une raison d'être, en fait, il y a deux typologies de personnes qui partagent une raison d'être. C'est les bénéficiaires, mais aussi ceux qui font la même typologie d'activité que vous. Et donc, un fournisseur ou un concurrent a une chance d'avoir une raison d'être qui est proche de la vôtre. Donc, après, est-ce que concrètement, ils les accompagnent? Ça, c'est une bonne question. Euh, à minima, ils les font de la pédagogie sur le concept. Est-ce qu'ils les accompagnent? Je ne sais pas parce que c'est une vision du monde qui est quand même assez particulière et qu'on ne peut pas imposer, on va dire, à un sous-traitant. Et donc, effectivement, merci Ludovic pour la remarque. Il y a des associations, on se rend compte, qui sont du coup très profitables, qui ont des, entre guillemets, modèles économiques, même si on n'utilise pas le terme. Mais comment dire, c'est une réalité. Et donc finalement, une entreprise, une association ou une fondation ou que sais-je sont des organisations. Et nous, on aime bien. C'est là aussi que c'est important, enfin, qu'on aime bien notre approche chez Fly the Nest. Je m'envoie un peu des fleurs, mais c'est de penser les choses en termes de dynamique collective et d'organisation, et pas simplement d'entité juridique ou de dire que nos réflexions sont bonnes uniquement pour les entreprises ou les startups. Enfin. Qu'après, si peut-être j'ai pas donné de source, mais il y a les raisons d'être de Michelin qui sont très intéressantes. Donc, il y a le rapport Nota-Sénar si vous voulez creuser le sujet. Ensuite, il y a tout ça pose des questions de gouvernance, puisqu'on voit bien ce qui est clé et l'enjeu, c'est la collaboration et les engagements entre les parties prenantes. Donc, qui dit partie prenante dit gouvernance d'une organisation. Donc, évidemment, ce qui est intéressant de lire, c'est Reinventing Organization de Frédéric Laloux, euh, le livre de Pascal Demurger aussi que je citais, plusieurs sources sur les entreprises à mission, c'est bonne. Mais ce qui est vraiment l'idéal, c'est d'essayer de trouver et d'aller voir comment tout ça s'articule chez eux et d'essayer de parler avec leurs collaborateurs ou leurs parties prenantes. Alors Florence me dit que vous m'avez perdu. Est-ce que m'entendez bien? Oui, c'est bon. Super. Est-ce que vous avez d'autres questions? Alors, est-ce qu'une entreprise comme Danone avec un double projet économique et social est entreprise à mission? Eh ben, c'est une question super intéressante qui pose pour moi la question de l'impact. En fait, c'est difficile d'adapter Danone et donc, notamment pour les grands groupes, je pense qu'il ne faut pas se déclarer entreprise à mission. Mais en tout cas, Emmanuel Faber, sa biographie d'ailleurs, vous pouvez la lire, est assez intéressante. Mais Emmanuel Faber veut vraiment changer le monde de l'alimentation et de l'agroalimentaire, l'industrie agroalimentaire.
il y a une forme en fait qui est le prémisse de l'entreprise à mission, qui est effectivement de développer des projets RSE, soit à travers une fondation, soit à travers des actions qui émanent d'un département RSE ou d'un service RSE, qui est de se dire, avec les bénéfices concrets, on va servir des gens qui sont moins favorisés que nous, mais quand même dans notre champ d'action. Ça, c'est peut-être la première étape, c'est de se dire, par exemple, une banque qui dit nous, on aide l'environnement en mettant des ruches sur nos toits. Et ben, en fait, sauf si la banque finance à des prix intéressants les gens qui posent des ruches, c'est pas très lié à leur activité. Et donc, l'idée, c'est même si on a des actions de RSE et qu'on n'est pas sur le chemin de l'entreprise à mission, c'est d'essayer d'avoir des actions RSE qui sont en lien avec notre activité. Moi, j'aime bien citer le coiffeur qui, une demi-journée par semaine, se dit moi, je n'ouvre pas aux clients, je coiffe les personnes sans domicile fixe parce que je pense qu'en fait, d'avoir les cheveux bien coupés et bien coiffés, ça permettra d'être plus confiance en eux, une meilleure estime d'eux-mêmes, pourquoi pas d'aller retrouver un travail. Et donc, dans une activité qui peut paraître bête à certains, quoique en ce moment un peu moins, mais parce qu'on a tous les cheveux de plus en plus longs, mais de se dire un coiffeur, ça sert juste à coiffer les cheveux, mais en fait, non, le coiffeur peut avoir des bénéficiaires et peut avoir des parties prenantes. C'est pas aussi simple que juste des clients et une activité économique. Je vais redonner les références après. Vanessa, merci. Donc pour Danone, pour moi, ils sont sur le chemin d'avoir une raison d'être. Ils ont défini une raison d'être d'ailleurs. Ils ont défini également des parties prenantes. Ils sont sur vraiment le chemin de l'entreprise à mission pour moi, mais ils communiquent encore peu dessus. La mission de la fondation Fly the Nest, ça pourrait être d'accompagner la réalisation des visions individuelles et collectives en accord avec leur environnement, ce qui est notre raison d'être aujourd'hui. Donc ça serait vraiment la raison d'être de la fondation. Et en fait, l'entreprise Fly the Nest servirait principalement les startups, mais on pourrait dire que la fondation peut faire du coaching ou accompagner des personnes qui ne peuvent pas se payer comme des associations ou des petites startups. On fait beaucoup de pro bono chez Fly the Nest. Et que la fondation aurait pour rôle d'accompagner certains acteurs de notre écosystème qui ne peuvent pas se payer Fly the Nest ou qu'on aurait envie d'aider. Et donc, ce serait le rôle de la fondation de les aider. Alors, les B Corp, c'est très intéressant. Donc, les B Corporation, c'est un label donc qui n'est pas quelque chose de juridique au sens de l'entreprise à mission. En tout cas au début, parce que les B Corporation ont été créées avant les lois aux États-Unis sur l'entreprise à mission et donc qui maintenant s'appelle aussi B Corporation dans la loi. Donc il y a un label B Corp qu'il faut différencier du statut de B Corporation. Mais effectivement, les B Corp sont des entreprises à mission qui ont défini dans leur statut des bénéfices et qui ont pris des engagements pour mesurer leur impact auprès de ces bénéficiaires et des parties prenantes. Et donc l'idée, c'est de se dire, quand on a le label B Corp, c'est l'organisme B Corporation qui est auditeur, ce n'est pas les législateurs ou des organismes tiers indépendants. Et donc c'est un label, ce n'est pas quelque chose de légal. Ensuite, il y a une remarque d'Éléonore. Merci Éléonore. Le risque de la RSE, qu'elle ait peu d'impact direct sur les employés. Les bénéficiaires sont très pensés vers l'externe. Alors effectivement, moi ce que j'aime bien dire, c'est que je déteste la RSE quand c'est une cerise sur le gâteau. L'enjeu, et c'est ce que j'ai essayé de montrer à travers mes schémas, c'est vraiment de mettre la RSE au cœur du modèle économique, au cœur du fonctionnement d'une organisation et de toutes ses parties prenantes. Et donc c'est vraiment se dire dans la recette que j'utilise pour créer de la valeur, dans la recette qui va faire mon gâteau, quels ingrédients je veux utiliser. Donc c'est vraiment ça, c'est vraiment mettre la RSE au cœur de la création de valeur. Il y a un petit peu de pleurs, désolé. Une de mes parties prenantes qui n'est pas contente. Alors je vais en profiter si vous n'avez pas d'autres questions pour redonner les références. Donc je disais Frédéric Laloux de Reinventing Organization pour comprendre
la raison d'être et comment et pourquoi l'entreprise à mission est aussi une question de gouvernance des organisations, puisque l'idée, c'est comment articuler les différentes parties prenantes et différents engagements que les parties prenantes prennent vis-à-vis des autres. Il y avait donc le livre de Pascal de Murger, l'entreprise du 21e siècle sera politique ou ne sera plus. Et ce que je disais, c'est qu'il faut aussi essayer de regarder ce que font les différentes big corp ou entreprises à mission et de s'inspirer d'elles. C'est finalement les meilleures références pour affiner notre compréhension du concept. Avez-vous connaissance d'une approche et ou d'une définition d'un label ou à une autre échelle européenne? Alors oui, je crois qu'il y a des députés, notamment En Marche, qui sont saisis de l'idée, mais je crois que, enfin, en tout cas, dans le rapport Nota Senar, l'idée c'était vraiment d'essayer d'inspirer nos voisins européens. Il faut savoir que les fondations actionnaires dont je parlais tout à l'heure sont très à la mode en Suisse, dans les pays nordiques et aussi en Allemagne. C'est pas du tout quelque chose culturellement qui est ancré en France, mais dans d'autres pays, oui. Et les fondations actionnaires sont un bon exemple d'entreprises qui sont assez avancées, donc qui ne sont pas légalement, on va dire, entreprises à mission, mais qui se posent ces questions-là. Et il y a des entreprises très connues comme Rolex, qui sont pardon, des fondations actionnaires et qui créent beaucoup de valeur. Ce qui est rassurant, c'est le push de la finance. Bah, effectivement, de toute fin, on, il y a un énorme risque si des investisseurs ne sont pas en ligne avec le fait de faire entreprise à mission parce que tout simplement, dans leur façon d'appréhender le monde, c'est vraiment un changement de paradigme et donc il faut avoir un niveau de conscience de ces enjeux quand on finance une entreprise à mission et de se dire que le but est de redistribuer de la valeur différemment que par le seul prisme des bénéfices. Évidemment, c'est toujours le cas. Hein. Ce n'est pas parce qu'on est entreprise à mission qu'il n'y a plus de dividendes, que les collaborateurs sont moins bien payés, pas payés, ou voilà, mais c'est juste une redistribution des richesses plus uniquement économique et c'est plus l'unique but, on va dire, des choses. Et d'ailleurs, il y a des fonds d'investissement qui sont sur le chemin de l'entreprise à mission et qui cherchent à financer et à aider des entreprises à mission. Celui que je connais, un qu'on connaît bien chez Fly the Nest, c'est Citizen Capital. Il y en a d'autres. Il est 11h58. Je ne sais pas si vous avez encore quelques questions. Évidemment, donc, alors je vais remettre mon adresse mail. Vous pouvez les poser par mail euh, sans problème. Alors, on a évoqué tout au long de ce webinaire les paiements en conscience. Alors, on s'est dit qu'il fallait être assez simple pour qu'il n'y ait pas de limite technique au paiement en conscience. Et la solution aussi, par manque de préparation que j'ai trouvé, c'est de vous proposer de faire un Lydia ou un ça y est, forcément, j'oublie la deuxième application qui permet de faire des paiements via les téléphones mobiles. Il y a Lydia et si l'un de vous là, ça m'aiderait. Alors attendez, je vais reprendre. Il y a Lydia. Je regarde sur mon téléphone si je l'ai, mais je ne l'ai même pas. Vous pouvez faire donc un paiement via le téléphone mobile. Alors, je vais vous laisser mon numéro. Évidemment, on peut vous faire une facture. Ça sera directement mis sur le compte de Fly the Nest. Je ne me servirai pas au passage. Mon numéro de téléphone, je vous le mets maintenant, mais vous recevrez un mail également dans l'après-midi où je vous remettrai les détails du paiement en conscience et la logique du paiement en conscience, et également le RIB de Fly the Nest si vous préférez faire par virement. Je rappelle pour ceux qui n'étaient pas là avant l'idée du paiement en conscience et pourquoi on vous le propose maintenant. Il y a plusieurs raisons. Habituellement, quand on fait quelque chose, on l'a fait avant et on sait en évaluer le prix et la valeur. Donc c'est comme ça que sont fixés le prix, c'est-à-dire que c'est celui qui vend qui fixe le prix.
Là, comme les webinaires sont assez nouveaux, qu'on n'est pas bien conscient de la valeur qu'on apporte, qu'on a des soucis techniques, etc., on n'avait pas du tout envie de faire payer directement ces webinaires. Et pour autant, on pense qu'ils peuvent apporter de la valeur. Et puis après, de façon purement formelle, chez Fly the Nest, on essaye pour certains de nos parties prenantes, justement, et bénéficiaires, d'essayer de tester le paiement en conscience. Donc, le paiement en conscience, c'est l'idée de se dire que c'est celui qui reçoit qui fixe le prix en fonction de, généralement, on retient 3 critères. Le premier, c'est ce que vous pensez de la valeur qui a été apportée par ces différents webinaires, que vous ayez participé à un webinaire ou à plusieurs. Vos moyens, c'est-à-dire ce que vous pouvez donner, et donc ça dépend de chacun. Donc il y a vraiment une logique de faire, enfin, c'est celui qui reçoit qui décide, et donc, la situation de chacun dépend, enfin, votre situation personnelle ou de votre organisation conditionne votre capacité à payer pour la valeur qu'on crée. Et puis le troisième élément, c'est à quel point vous voulez soutenir Fly the Nest, ce qu'on fait en ce moment, mais ce qu'on fait aussi notre développement à Nantes. Donc voilà les trois critères, c'est la valeur créée, à quel point on a envie de soutenir la personne ou l'organisme qui propose le produit ou le service, et puis les moyens ou les contraintes de chacun dans sa capacité à… Effectivement, ça peut être aussi considéré comme une illustration de notre mission. Nous, on essaye vraiment de donner notre savoir, parce que l'enjeu n'est pas que ce soit nous qui le fassions avec vous, mais bien que vous le fassiez. Et donc, si on peut aider dans la démarche, c'est tant mieux. Effectivement, c'était Pumpkin. Merci beaucoup, Jordan. Le deuxième que je cherchais. Pourquoi pas Pélil? Ça, je ne connais pas. On va voir si on le mettra dans les liens. Mais en tout cas, j'avais à l'esprit Lydia et Pumpkin. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose d'en rester là. N'hésitez pas à nous poser vos questions par mail, à continuer à échanger, et quand on pourra à nouveau se revoir, et venir prendre un café à Nantes ou à Paris, puisque Fly the Nest est à Nantes et à Paris. Donc on est à côté de la place Gralin au Palace à Nantes. Voilà, je vous souhaite une belle après-midi, une bonne semaine à tous et toutes, et puis à très vite. On va voir aussi si on ne vous propose pas d'autres webinaires dans les semaines qui viennent, en fonction de comment la situation évolue. Merci Hugues. À bientôt. Merci à tous. Merci Jordan. Merci beaucoup. Merci, bravo. Merci beaucoup.